Territoire du Yukon, 18 novembre 1996. Alors que les prospecteurs se dépêchent d'ériger des cabanes en rondins avant que le froid mortel ne s'installe, un homme seul monte ce qui ressemble à une tente de cirque. Ses compagnons colons le considèrent fou. En février, lorsque le mercure descendra à 58 degrés sous zéro, cette tente maintiendra une température intérieure de 45 degrés Fahrenheit. Elle sera plus chaude que les habitations en rondins les plus robustes des environs, consommant la moitié du bois de chauffage et ne nécessitant ni fente scellée, ni calfeutrage de mousse, ni attisement frénétique au milieu de la nuit. Quelle connaissance de l'efficacité thermique ce prospecteur solitaire possédait-il, que tout un camp de pionniers chevronnés n'avait pas réussi à saisir? Avant de révéler la solution, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner à la chaîne, et laisser un commentaire pour partager si vous avez déjà vu des connaissances traditionnelles surpasser les hypothèses modernes. Maintenant, revenons à ce jour de novembre glacial où le ridicule était sur le point de se heurter à la réalité scientifique. 40 Mile River, territoire du Yukon, 3 novembre 1896. La température reste autour de 22 degrés Fahrenheit, alors que le dernier bateau à aube de la saison part vers le sud, laissant 340 prospecteurs face à 7 mois d'obscurité et de froid, qui descendra régulièrement à 50 degrés sous zéro. Au bord de la rivière, le cliquetis régulier des haches résonne. Les hommes se dépêchent d'entailler des rondins, de construire des murs, et de sceller les interstices avec de la mousse et de la boue, avant que le sol ne gèle complètement. Par la suite, Magnus Sorenson apparaît au lot 47, dépourvu de hache, de scie ou d'une équipe de chevaux pour transporter le bois. Il ne porte que de la toile, de la corde et 3 grands sacs de jute, qui émettent un étrange tintement métallique. La réaction immédiate est, ce Norvégien va périr dans une tente. Tom Bradley, un bûcheron du Michigan qui a déjà érigé les murs d'une cabane de 16 par 20 pieds, rit, supposant que Sorenson croit probablement être dans un camp d'été. D'autres sont moins amusés lorsque Sorenson commence à planter des piquets en cercle, plutôt que la forme rectangulaire que tout homme rationnel reconnaît. Le vieux Samuel Grant, qui a enduré 3 hivers en Alaska, secoue lentement la tête. J'ai vu des nouveaux venus inexpérimentés geler, celui-ci ne passera pas Noël, déclare-t-il. Même Dalton, l'ingénieur officieux du camp, un homme qui avait construit des supports de mines au Colorado, rejette complètement l'entreprise. La toile manque de masse thermique, c'est un acte suicidaire, déclare-t-il, mais Magnus Sorenson n'offre aucune contre-argumentation. Il continue simplement son travail. Initialement, il creuse, non pas avec le raclage superficiel que la plupart des hommes effectuent, mais à 18 pouces de profondeur dans la terre, établissant un plancher sous le niveau du sol. Le sol est ensuite soigneusement trié en tas par taille. Ensuite, il commence à construire quelque chose qui ne ressemble en rien à une tente typique. La toile ne sert que de revêtement extérieur de ce qui deviendra un système à 4 couches. En dessous, il tend des couvertures de laine qu'il a cousues en panneaux. Sous celle-ci, une couche de peau de caribou, avec la fourrure vers l'intérieur, et, plus inhabituel encore, il construit un muret de pierre à l'intérieur de cette structure. Il s'agit d'un anneau circulaire, de 2 pieds de hauteur, façonné à partir de pierres de rivière qu'il a ramassées pendant des jours. Il construit un fort à l'intérieur d'une tente, observe quelqu'un. Quelqu'un murmure, l'homme a perdu la raison. Le 15 novembre, alors que le premier front froid sérieux arrive et que la plupart des cabanes sont à peine étanches, la structure de Sorenson est entièrement achevée. Elle mesure 14 pieds de diamètre, avec des murs qui s'inclinent vers l'intérieur en direction d'un trou de fumée central. Les murs à 4 couches créent intentionnellement des lames d'air. C'est quelque chose que les prospecteurs observateurs ne peuvent pas discerner, mais qui s'avérera bientôt immensément important. À l'intérieur de cet anneau de pierre, il a placé les objets que contenaient ces sacs de jute. 200 livres de pierre de rivière plate, chacune de la taille d'une assiette, méticuleusement arrangées en piles soignées. Son feu ne sera pas dans un foyer ouvert, au lieu de cela, il brûlera à l'intérieur de cette batterie thermique. Les Pierres finiraient par désigner le véritable insensé et l'ingénieur authentique. Des paris furent lancés ce soir-là dans la demeure inachevée de Bradley. Un pari fut fait qu'en moins de 15 jours, il supplierait pour un logement chez quelqu'un d'autre. Au moment de Thanksgiving, une autre personne, plus bienveillante, prolongea son délai jusqu'à Noël. Parmi les 340 habitants de ce camp, pas une seule âme n'était convaincue que la fragile structure en toile de Magnus Sorenson tiendrait jusqu'au printemps. Bientôt, ils découvriraient que leur rejet de siècles de savoir sami en matière d'élevage de rennes, jugé peu sophistiqué, constituait la véritable erreur. Les prospecteurs ne voyaient qu'une toile tendue sur des poteaux, ce qui ne leur donnait aucune idée de la construction ingénieuse de Sorenson.
Originaire du nord de la Scandinavie, ce design avait été perfectionné pendant des siècles par les Samis, un peuple qui suivait les rennes à travers des terrains où les températures hivernales chutaient fréquemment en dessous de 40 degrés. Cependant, Sorenson ne s'est pas contenté de reproduire un lavu conventionnel, il l'a modifié, intégrant des concepts Samis avec des méthodes qu'il avait observées chez les éleveurs mongols pendant ses 2 années de prospection en Sibérie. Cette construction hybride s'est finalement avérée être une structure que la thermodynamique contemporaine confirmerait par la suite comme presque idéale pour des conditions de froid intense. La phase initiale de sa construction concernait les fondations. Sorenson avait positionné sa demeure en creusant 18 pouces dans le sol. Ces quartiers d'habitation étaient situés sous la ligne de gel, une profondeur à laquelle la température du sol reste stable à environ 35 degrés Fahrenheit, même lorsque l'air ambiant au-dessus devient mortellement glacial. La terre retirée lors de l'excavation a créé une barrière de terre de 14 pouces de haut, ou berme, encerclant la base de la structure, empêchant efficacement le vent au niveau du sol, là où la perte de chaleur par convection est la plus prononcée. Son but n'était pas esthétique, la conductivité thermique de la terre est d'environ 0,5 watts par mètre Kelvin, contrairement à celle du bois qui est de 0,12 watts par mètre Kelvin. Cependant, pour cette utilisation spécifique, sa conductivité thermique était secondaire par rapport à sa masse substantielle et sa capacité à bloquer le vent. Le système mural, composé de 4 couches distinctes, intégrait 3 espaces d'air individuels, chacun mesurant environ 1,5 pouces de largeur. La couche de toile la plus externe servait à dévier le vent et à repousser l'humidité. Le vide entre la toile et la laine formait une zone d'isolation à air statique, et l'air immobile, possédant une conductivité thermique proche de 0,04 watts par mètre Kelvin, compte parmi les matériaux isolants les plus efficaces de la nature. La couche de couverture en laine contribuait à la fois au volume et à la régulation de l'humidité. La laine conserve ses capacités isolantes même lorsqu'elle est humide, une caractéristique que la toile de coton ne partage pas. Un autre espace d'air existait entre la laine et la peau de caribou, et cette couche de fourrure la plus interne, avec sa fourrure orientée vers l'intérieur, générait de minuscules poches d'air tout en agissant simultanément comme une barrière thermique radiante. La structure murale complète mesurait environ pouces d'épaisseur et pesait environ livres, établissant ainsi une masse thermique conçue pour stabiliser les températures intérieures. Cependant, le véritable génie résidait au cœur, l'agencement circulaire des pierres et ses 200 livres de galets et de rivières. Sorenson avait spécifiquement choisi des morceaux plats de grès et de granit. Leur sélection était principalement due à leurs caractéristiques de masse thermique. Le grès possède une capacité thermique spécifique d'environ 0,82 kJ par kg Kelvin, tandis que celle du granit était proche de 0,69 kJ par kg Kelvin. Cela implique leur capacité à absorber et à libérer progressivement une énergie thermique substantielle. Chaque soir, son feu brûlait à l'intérieur de cet anneau pendant 3 à 4 heures, élevant la température des pierres à environ 400 degrés Fahrenheit, 204 degrés Celsius. Par la suite, il recouvrait les braises et plaçait un couvercle de pierre plat, de forme personnalisée, sur l'anneau, permettant au rayonnement thermique de faire son œuvre. Les calculs sous-jacents étaient remarquablement sophistiqués. Pesant 200 livres environ 90 kg, sa collection de pierres avait la capacité de retenir environ 18 000 bétous lorsqu'elle était chauffée de 70 degrés Fahrenheit à 400 degrés Fahrenheit. Cette énergie était ensuite progressivement émise tout au long de la nuit par rayonnement et par conduction. Cette chaleur emmagasinée maintiendrait des températures confortables pendant 10 à 12 heures sans nécessité de combustible supplémentaire. Un tel exploit serait irréalisable dans une cabane en rondin traditionnelle, où la chaleur se dissipe par les fentes, les fissures et le flux d'air de la cheminée. La cheminée devait rester dégagée, de plus, la forme conique était également significative. L'air chaud monte naturellement vers le sommet, précisément là où Sorenson avait installé un évent de fumée contrôlable. En manipulant cette ouverture, il avait la capacité de gérer précisément le flux d'air et la rétention thermique, atteignant un niveau de précision qu'aucune cabane rectangulaire conventionnelle ne pouvait égaler. En observant la fumée s'échapper de la tente le 18 novembre, Tom Bradley ricana de nouveau, supposant que Sorenson était déjà en train d'incinérer ses meubles. Il cria à ses compagnons, les exhortant à ne lui accorder que 3 jours supplémentaires. Ce qui restait caché à Bradley était la température intérieure, qui se maintenait constamment à 52 degrés Fahrenheit 11 degrés Celsius sans aucune flamme active, même si sa propre cabane abritait un feu ardent dans son foyer en pierre.
Le constructeur expérimenté avait du mal à atteindre 7°45 F, nécessitant un apport continu de bûches qui disparaissaient dans la cheminée. Ce bâtisseur habile perdait rapidement sa chaleur, tandis que l'autre, moins expérimenté, la retenait. L'hiver approchant allait bientôt révéler quelle méthode était vraiment mal conçue. Le 11 janvier 1897, le thermomètre de 40 Mile River affichait 50 ans de 58 sous un ciel clair et calme. Ce froid extrême faisait instantanément cristalliser la laine et geler la peau exposée en moins de 2 minutes. C'était le 14e jour consécutif avec des températures inférieures à 40 degrés et la colonie souffrait. À l'intérieur de la demeure de Tom Bradley, même avec un feu brûlant 40 livres de bois toutes les 6 heures, la température intérieure restait d'environ 8 degrés, 18 degrés. Pendant la nuit, les seaux d'eau se transformaient en glace solide, les hommes enfilaient toutes leurs couches de vêtements, se blottissant près de la cheminée, mais se réveillaient tout de même avec de la glace dans leurs poils faciaux. Déjà, 2 chercheurs d'or logeant dans des cabanes mal isolées avaient souffert d'engelures, entraînant la perte d'orteils. La colonie épuisait ses réserves de bois à un rythme insoutenable, alors que le printemps était encore à 3 mois. Cependant, l'abri de Magnus Ronson présentait une situation contrastée. Le matin du 12 janvier, Samuel Grant, poussé à la fois par le désespoir et la curiosité, demanda à entrer, et découvrit des conditions intérieures qui semblaient défier les lois de la physique. Un thermomètre suspendu au support principal affichait 17°63 F, soit 45 degrés de plus que la demeure de Bradley, et un étonnant 121 degrés de plus que la température extérieure ambiante. Sorensen était assis en bras de chemise, savourant un repas chaud. La structure circulaire en pierre émettait une douce chaleur. Les pierres à l'intérieur continuaient de retenir la chaleur du feu de la veille au soir, qui s'était éteint une demi-douzaine d'heures auparavant. Aucun feu actif n'était présent, pas plus qu'il n'y avait de tisonnage frénétique ou de collecte précipitée de bois gelé dans l'obscurité. Grant fixa le thermomètre, puis Sorenson, et reporta ensuite son attention sur l'appareil. « Quelle quantité de bois avez-vous consommé hier soir » Sorenson désigna une modeste pile placée près de l'entrée. « Environ 12 livres, je l'allume pendant 3 heures après le coucher du soleil, permettant aux pierres d'absorber la chaleur, puis j'étouffe les braises. » Grant fit le calcul mentalement. La demeure de Bradley utilisait environ 160 livres de bois par jour. Sorenson, en revanche, utilisait environ 35 à 40 livres, soit moins d'un quart du combustible, tout en atteignant des températures 45 degrés plus chaudes. « Ce n'est pas possible, déclara Grant. Sorenson esquissa un sourire. Racontez ça aux Samis, ils le savent depuis un millénaire. La nouvelle se répandit dans le camp avec une rapidité étonnante. Le 13 janvier, 12 personnes s'étaient rendues à l'abri, chacune repartant avec le même air incrédule. Ils passaient leurs mains sur les murs à 4 couches, sentant une chaleur qui semblait émaner du cœur même de la construction. Les hommes inspectaient l'agencement circulaire des pierres, observant la manière dont les pierres plates étaient empilées avec des passages d'air les séparant, générant ainsi des courants de convection qui répartissaient uniformément la chaleur. Ils remarquèrent également les vents de fumée réglables au sommet, que Sorenson actionnait pour réguler le flux d'air et empêcher la perte de chaleur. De plus, ils estimaient que sur un hiver pouvant s'étendre jusqu'à fin avril, Sorenson brûlerait environ 5000 livres de bois au total. La résidence de Bradley, en revanche, nécessiterait un minimum de 19 000 livres. Cela représentait une différence de 14 000 livres, soit environ 7 cordes de bois à abattre. Ce bois fut transporté, fendu et séché avant le 14 janvier. Tom Bradley arriva personnellement à la porte de Sorenson. Sa fierté était clairement vaincue par une nécessité pratique pressante. « Je souhaite comprendre le mécanisme de cela, dit-il doucement. Sorenson l'invita à entrer. Il lui offrit du thé réchauffé sur le cercle de pierre, puis, il commença son explication, abordant le concept de masse thermique. La pierre absorbe l'énergie thermique et la libère progressivement, contrairement à l'air, qui se réchauffe rapidement et s'échappe par toute ouverture. Il détaille les strates d'air du mur. Il explique comment l'air stagnant offre une isolation supérieure à celle du bois massif. Il décrit le talus de terre et le plancher souterrain, observant que la température du sol reste assez constante, même lors de gels intenses. Bradley est attentif, touchant de temps en temps les pierres chauffées, sentant la chaleur émise qui ne nécessite aucun feu visible. Avant de continuer, veuillez appuyer sur le bouton J'aime, vous abonner pour plus d'informations sur l'ingénierie de la frontière, et partager en commentaire la température la plus basse que vous ayez jamais supportée.
Examinons maintenant précisément pourquoi cette structure rudimentaire a surpassé toutes les autres cabanes en rondin du site. La disparité de performance n'était pas due à l'enchantement, elle provenait de la physique, affinée au cours de siècles d'expérimentation, d'erreurs et d'études minutieuses par des sociétés où les erreurs étaient inabordables dans des climats où l'hiver pouvait être fatal. Pour comprendre comment la demeure de Sorenson a accompli ce qui semblait irréalisable, nous devons explorer trois concepts vitaux, la masse thermique, l'isolation obtenue par superposition, et la conception structurelle pour la conservation de la chaleur. La masse thermique était le facteur initial. Les murs d'une cabane en rondin, généralement composés de 6 à 8 pouces de bois dense, possèdent une masse, mais ils transfèrent également la chaleur vers l'extérieur. La conductivité thermique du bois est de 0 à 12 watts par mètre Kelvin. Bien que le transfert de chaleur soit comparativement minimal, par grand froid, avec une différence de température de 120 degrés Fahrenheit entre l'intérieur et l'extérieur, la chaleur se déplace constamment à travers les rondins. Plus important encore, les cabanes en rondins sont sujettes aux fuites d'air. Même le bâtiment le mieux scellé contient des ouvertures où les rondins se déplacent, où les joints au coin sont imprécis, et où les cadres de porte ne sont pas hermétiquement ajustés. De telles ouvertures entraînent une perte de chaleur par convection. L'air chauffé s'échappe, tandis que l'air froid entre. C'est un problème qu'aucune quantité de masse thermique ne peut résoudre. Fondamentalement, une cabane en rondin est une enceinte poreuse chauffée par un foyer qui expulse 70 à 80% de sa production thermique par le conduit de cheminée. On ne chauffe pas le bâtiment lui-même, on combat plutôt une dissipation de chaleur incessante avec un brasier continu. L'anneau de pierre de Sorenson a inversé cette dynamique. Les 200 livres de pierre de rivière, portés à 400 degrés Fahrenheit sur une période de 3 à 4 heures, ont accumulé environ 18 000 BTU. C'était une énergie suffisante pour maintenir une variation de température de 45 degrés pendant 10 à 12 heures uniquement par chaleur radiante. La pierre était placée à l'intérieur de l'enceinte de l'habitation, garantissant que toute la chaleur rayonnait vers l'intérieur, et non vers le haut par un conduit de cheminée. La capacité thermique spécifique inhérente à la pierre lui permettait d'émettre de l'énergie progressivement et constamment, produisant une chaleur douce et continue au lieu des fluctuations de température abruptes typiques d'une flamme exposée. Ce n'était pas une cheminée nécessitant un approvisionnement constant en combustible, il fonctionnait plutôt comme un accumulateur thermique rechargé une fois par jour. La construction murale à 4 couches offrait ce que les ingénieurs contemporains appellent une enveloppe hautement isolée. Chaque espace d'air séparant les couches générait une impédance à la transmission thermique. La toile extérieure servait à bloquer le vent. L'espace d'air initial mesurait 1,5 pouce, il offrait une capacité isolante approximativement égale à celle de 3 pouces de bois. La couche de couverture en laine contribuait au contrôle de l'humidité et à un volume supplémentaire. L'espace d'air suivant doublait efficacement l'impact isolant. La couche intérieure de peau de caribou, avec sa fourrure orientée vers l'intérieur, formait d'innombrables minuscules poches d'air. Chaque poche agissait comme une unité isolante minuscule, servant simultanément de bouclier radiant qui renvoyait la chaleur vers la zone habitable. La valeur R globale de ce système mural variait d'environ R12 à R14, contrairement au R6 à R8 d'un mur en rondin standard de 6 pouces. Cela représente le double de la capacité isolante, mais la forme structurelle était tout aussi importante que les composants. La disposition circulaire du plancher réduisait le périmètre proportionnellement à la surface au sol. La géométrie fondamentale démontre qu'un cercle englobe la plus grande surface avec la plus petite circonférence, réduisant ainsi la surface d'échappement de la chaleur. La forme conique stratifiait intrinsèquement l'air, l'air chaud montait vers l'apex, d'où Sorenson pouvait réguler sa sortie à l'aide du clapet de fumée. Pendant ce temps, l'air plus froid descendait au niveau du sol, où le talus de terre et le creusement souterrain offraient une constance thermique. Ce n'était pas arbitraire, cela incarnait le même principe d'efficacité qu'un tipi, perfectionné au fil des millénaires par l'ingénierie autochtone des plaines nord-américaines et l'expertise SAM en Scandinavie. La régulation du tirage constituait le dernier élément. Un flux d'air constant est essentiel pour la cheminée d'une cabane en rondin. L'air neuf s'infiltre par les ouvertures, alimente la combustion et s'échappe par la cheminée, emportant la majeure partie de l'énergie thermique. Arrêter ce processus sans éteindre votre feu est impossible, vous êtes donc contraint à un cycle de combustion incessant. La méthode de Sorenson séparait le processus de combustion du processus de chauffage. Il maintenait un feu vif et rapide, le conduit de fumée découvert, pour obtenir une chaleur maximale des pierres. Par la suite, il réduisit l'ouverture du clapet à environ 2 pouces et éteignit les flammes actives. La masse thermique fut alors autorisée à remplir sa fonction.
L'absence de tirage éliminait la dissipation de chaleur par convection. L'habitation se transforma en une enceinte thermique isolée, qui émettait progressivement sa chaleur accumulée. Des fondations circulaires étaient excavées par les prospecteurs dès le 20 janvier. 4 habitations hybrides furent achevées le 1er février, chacune adaptant les concepts de Sorenson avec les ressources disponibles. Tom Bradley, l'individu qui l'avait traité de fou, passait 3 heures chaque soir dans l'abri de Sorenson, esquissant des détails, posant des questions et enregistrant les températures et la consommation de carburant. Les informations recueillies se révélèrent irréfutables. Le chauffage par masse thermique, combiné à une excellente isolation, a entraîné une réduction de 73% de la consommation de carburant, tout en maintenant des températures élevées de 35 à 45 degrés. Cette tente rudimentaire discréditait la pratique établie de la construction de cabanes en rondins à la frontière. Au moment où le printemps arriverait, tout le camp serait transformé, non par le débat, mais par l'application des mathématiques pour assurer la survie. L'altération du camp de 40 Mile River était indiscutable fin février 1897. Ce qui avait commencé comme la tente inhabituelle d'un seul individu, avait conduit à la création de 17 habitations hybrides dans un rayon de 50 miles, chacune modifiant les concepts de Magnus Sorenson pour s'adapter aux ressources accessibles et aux besoins personnels. Cette adoption n'était pas motivée par le style ou la mode, mais plutôt par de dures irréalités économiques et le simple désir de survivre sans s'épuiser complètement. Couper du bois de chauffage dans l'obscurité par moins 40 degrés. L'habitation de Tom Bradley fut achevée le 18 février. Cela constituait la modification la plus avancée. Il conserva les murs de sa cabane en rondins, mais retira complètement la cheminée intérieure. Un anneau de pierre centrale, directement inspiré du plan de Sorenson, prit sa place. Il avait ramassé 240 livres de granit et de grès d'une formation rocheuse située 2 miles en amont. Il choisit des sections plates capables de s'empiler efficacement. Dans son édifice actuel, il construisit une cloison intérieure à partir de peaux de caribou. Il les avait acquises par le commerce avec des chasseurs autochtones, établissant un espace d'air de 2 pouces entre les peaux et les rondins. Par conséquent, sa température intérieure est passée d'une moyenne de 22 degrés à moins 6 degrés Celsius. Par la suite, elle a grimpé à 51 degrés, soit 11 degrés Celsius. Alors que sa consommation quotidienne de bois diminuait de 160 livres à 58 livres, il consommait 64% moins de matière combustible. Pour la première fois en 3 mois, il put dormir sans risque de gelure. Samuel Grant adopta une méthode alternative. Âgé de 67 ans, il n'avait pas la capacité physique de déterrer et de transporter des pierres, il modifia donc le concept sous-jacent. Au lieu de reproduire la construction, il recouvrit les murs intérieurs de sa cabane actuelle de plusieurs couches de couvertures en laine. Il créa des espaces d'air en les suspendant sur des cadres en bois, positionnés à 2 pouces des rondins. Il construisit un système de masse thermique plus compact, utilisant seulement 80 livres de pierre de rivière, placés dans un foyer peu profond. Ces résultats n'étaient pas aussi frappants que ceux de Bradley, mais ils restaient remarquables. Il observa une augmentation de température de 18 degrés et une réduction de 35% de la consommation de carburant. Je ne suis pas ingénieur, informa-t-il ses invités, pourtant il comprenait maintenant que l'air stagnant c'est plus chaud que l'air en mouvement. Il regrettait de ne pas avoir acquis cette connaissance un demi-siècle plus tôt. La population Han autochtone, habituée à établir des campements saisonniers près de 40 miles, observa cette révélation avec un amusement subtil. Depuis de nombreuses générations, ils utilisaient déjà des méthodes comparables. Leurs structures étaient partiellement souterraines, avec des monticules de terre, des foyers centraux entourés de pierres, et des murs construits à partir de pots superposés. Ces conceptions étaient adaptées aux exigences particulières des sites de pêche au saumon et des territoires de chasse hivernaux. Lorsque William Hayes, un prospecteur, interrogea Peter, un ancien Han, sur la méthode, Peter répondit avec un sourire et un geste vers une habitation traditionnelle voisine. Il demanda : « Croyez-vous que l'homme de la tente ait inventé les maisons chauffées ? Nos ancêtres trouveraient cela amusant. Nous lui avons appris à creuser vers le bas. Nous lui avons montré quel type de pierres retiennent la chaleur le plus longtemps. Il a écouté, contrairement à la plupart d'entre vous. » Au 15 mars, la consommation totale de bois de chauffage au camp avait diminué d'environ 42%. Cela représentait une réduction étonnante, faisant la différence entre l'épuisement des ressources forestières locales et le maintien d'une récolte viable. Les individus qui consacraient auparavant 6 à 8 heures par jour à l'abattage et au transport du bois n'y passaient plus que 3 à 4 heures,
libérant ainsi du temps pour la prospection réelle, la réparation de l'équipement et la récupération. Les effets sur la santé étaient quantifiables. Une réduction des affections respiratoires, auparavant causées par une exposition incessante à la fumée, fut observée à mesure que les individus passaient de flammes ouvertes perpétuelles à des combustions plus intenses et brèves au sein de systèmes de chauffage en pierre régulés. Les incidents de gelure diminuèrent à presque zéro. 2 individus, qui avaient l'intention de renoncer à leur concession minière et de partir vers le sud, changèrent d'avis, persuadés qu'ils pouvaient désormais tenir confortablement jusqu'au dégel printanier. La diffusion de cette méthode se fit par les liens sociaux existants. Chaque individu ayant expérimenté l'habitation de Sorensen se transforme en défenseur, rapportant des mesures, des dessins et des recommandations à leur cabane personnelle. Certaines modifications s'avérèrent infructueuses. Un prospecteur particulier tenta d'utiliser du schiste, qui se fissura sous l'effet de chauffage et refroidissement répétés, nécessitant son remplacement par du granit. Un autre individu construisit son cercle de pierres excessivement grand, exigeant une quantité démesurée de combustible pour chauffer sa masse. Néanmoins, les tentatives infructueuses comme les réussites contribuèrent également à l'apprentissage, et au début d'avril, une compréhension commune s'était développée. Le poids idéal des pierres pour un abri de 12 à 14 pieds fut déterminé à 180 à 220 livres, avec un espace d'air optimal de 1,5 à 2 pouces. Le régime de combustion le plus efficace impliquait 3 à 4 heures de chaleur intense, commençant 2 heures avant le coucher du soleil. Le campement avait, en substance, mené un essai d'ingénierie décentralisée, et ses découvertes étaient consignées dans des journaux de bord et des dépêches acheminées vers le sud à bord des premiers bateaux à aube de la saison printanière. Lors du départ éventuel de Magnus Sorensen de 40 miles en mai 1897, se dirigeant vers le Klondike à la recherche de découvertes plus lucratives, il légua plus de 17 habitations modifiées. Il avait initié une transformation durable dans la manière dont les constructeurs de la frontière percevaient la chaleur, la protection thermique et l'endurance. Tom Bradley érigea par la suite des constructions comparables à Dawson City, qui, malgré leurs véritables origines, devinrent connues sous le nom de Poils Bradley. Samuel Grant rédigea une correspondance élaborée à son neveu résident au Montana, décrivant ses principes, inspirant ainsi des essais analogues dans diverses colonies minières de montagne à travers les régions occidentales. Ce qui était autrefois une tente ridiculisée était devenu la référence. Cette norme, selon laquelle tous les hébergements par temps froid seraient évalués, ne provenait pas d'efforts promotionnels ou de décrets officiels, mais de la logique simple et irréfutable de maintenir la chaleur avec une consommation de carburant réduite. Le récit entourant l'habitation de Magnus Sorensen était fréquemment présenté comme un témoignage du génie d'un seul individu, pourtant un tel compte rendu néglige une réalité plus profonde. Sorensen n'a pas inventé des concepts comme le chauffage par masse thermique, l'isolation multicouche ou les conceptions coniques optimisées pour retenir la chaleur. Il a acquis ses idées fondamentales auprès des habitants samis du nord de la Scandinavie, qui les avaient perfectionnées sur un millénaire d'élevage de rennes dans des environnements où les températures hivernales chutaient constamment à moins 50 degrés Fahrenheit. Ces Samis, à leur tour, avaient acquis des connaissances issues de coutumes encore plus anciennes, transmises à travers des générations de communautés arctiques et subarctiques qui comprenaient qu'endurer le froid extrême nécessitait de collaborer avec les lois physiques, plutôt que de s'y opposer. La contribution significative de Sorensen, et ce qui rend son récit remarquable, fut sa réalisation que la sagesse autochtone et ancestrale ne constituait pas un folklore simpliste à ignorer, mais plutôt une forme d'ingénierie méritant un examen attentif. Lorsque les chasseurs Han lui démontrèrent que creuser sous le niveau du sol offrait une stabilité thermique, il ne présuma pas que sa compréhension contemporaine de la construction de cabanes était supérieure. De même, en observant des éleveurs mongols utilisant des couches de feutre avec des espaces d'air lors de son séjour en Sibérie, il s'abstint de rejeter cela comme une technologie dépassée. Il a expérimenté, évalué, modifié et mis en œuvre. Son habitation combinait des éléments de la conception des Lavusam, des méthodes d'isolation mongoles et des choix de roches nord-américaines. Tout cela fut affiné par un examen méticuleux de ce qui réussissait vraiment dans les situations critiques. Les mineurs qui le ridiculisaient n'étaient pas inintelligents, ils étaient limités par la conviction que le savoir pionnier provenait uniquement de leur propre héritage. Les cabanes en rondins, les cheminées en pierre et les foyers ouverts utilisés par leurs ancêtres dans des États comme le Kentucky, le Michigan ou la Pennsylvanie étaient des conceptions établies. C'étaient des constructions efficaces qui avaient abrité d'innombrables individus, mais être efficace en Pennsylvanie n'équivaut pas à être idéal au Yukon.
Transférer une technologie entre différentes régions climatiques sans modifications aboutit fréquemment à un système peu performant. Bien que ces cabanes en rondins aient permis de maintenir des vies, elles le faisaient avec des coûts importants en termes d'efforts, d'énergie et de commodité. Ces structures symbolisaient la tradition culturelle, plutôt que l'efficacité maximale de l'ingénierie. La différence de température étant de 45 degrés plus élevée, avec une réduction de 73% de la consommation de carburant, constituait une avancée majeure. Cela marquait la distinction entre simplement endurer et ressentir le confort, entre juste survivre et véritablement prospérer, et entre épuiser les ressources locales en boire en 3 ans ou maintenir une récolte responsable et inépuisable. La science de la construction contemporaine confirmerait par la suite chaque concept utilisé par Sorensen, la masse thermo-absorbante pour la rétention de la chaleur, les espaces d'air immobile pour l'isolation thermique, les proportions surface-volume plus faibles pour la conservation de la chaleur, et le remblai de terre pour la constance de la température. Cependant, les pasteurs Sam, Hans et Mongols avaient compris ces réalités, non pas par des expériences scientifiques, mais à travers le creuset de l'expérience pratique sur de nombreux siècles. En 19, différentes versions de l'habitation à masse thermique avaient émergé à travers l'Alaska et le Yukon. Certaines conservaient la forme ronde, tandis que d'autres intégraient la méthode de chauffage à base de roches dans des habitations rectangulaires. Le concept sous-jacent a démontré une adaptabilité impressionnante à diverses échelles. Les compagnies minières ont construit des modèles partagés incorporant 800 à 1000 livres d'éléments chauffants en pierre, pouvant accueillir 20 individus tout en consommant moins de carburant que 4 poêles conventionnels. Les postes de traite isolés ont adopté le design, réduisant considérablement leurs dépenses de chauffage. Même certaines bases militaires en Alaska ont testé des systèmes mixtes. Le concept avait démontré sa valeur trop efficacement pour rester confiné à un seul endroit. Qu'est-il advenu de Magnus Sorensen? Les récits historiques indiquent qu'il a exploité des concessions minières près de Dawson City jusqu'en 1899, après quoi il a disparu des registres officiels. C'était un sort fréquent pour les chercheurs d'or, qui soit devenaient riches et se retiraient discrètement, soit périssaient, sans laisser de traces dans la nature. Néanmoins, son habitation lui a survécu. Des images de 1902 représentent des constructions distinctement façonnées par son plan. Elles sont restées debout à 40 miles, continuant d'être utilisées par les mineurs et les trappeurs. Des récits oraux recueillis dans les années 1950 mentionnent la tente chauffée du Norvégien comme un développement pivot dans les méthodes de construction du Yukon. Cette compréhension a perduré parce qu'elle était efficace, et parce que des individus tels que Tom Bradley et Samuel Grant l'ont transmise non pas comme une coutume, mais comme une ingénierie validée. Cette perspicacité va au-delà des simples habitations pionnières à travers l'étendue de l'existence humaine. Nous avons constamment ignoré la sagesse autochtone. Nous l'avons qualifiée de peu sophistiquée, pour réaliser, souvent des siècles plus tard, qu'elle offrait des réponses avancées à des défis complexes. Les méthodes autochtones de contrôle des incendies, qui prévenaient les feux de forêt dévastateurs, étaient autrefois considérées comme barbares et interdites, mais sont maintenant réintégrées dans la foresterie contemporaine. Les procédés de fermentation ancestraux, auparavant qualifiés d'insalubres, sont maintenant reconnus comme une biotechnologie de conservation avancée. Les styles architecturaux locaux, perfectionnés pour des climats spécifiques, sont actuellement examinés par des ingénieurs contemporains, à la recherche de conceptions économes en énergie. Le cycle se répète, une hubris initiale, suivie d'une modestie éventuelle, souvent à un prix considérable. L'habitation de Magnus Sorensen témoigne que la véritable innovation implique fréquemment de reconnaître des connaissances déjà présentes dans différentes cultures, dans les coutumes anciennes et dans des méthodes affinées au fil d'innombrables générations d'examens et de nécessités. Les mineurs qui se moquaient n'étaient pas inintelligents, ils n'avaient simplement pas encore compris que l'ingénierie la plus robuste apparaît fréquemment, au départ, comme la réponse la plus simple. Un abri qui maintient une température plus élevée, tout en consommant à peine un quart du carburant, n'est pas un exploit magique, c'est plutôt le résultat des mathématiques, de la science des matériaux et de siècles de sagesse accumulée, appliquée par un individu assez humble pour apprendre des communautés que sa société l'avait conditionné à ignorer. Si vous avez trouvé ce récit instructif, veuillez donner un dernier clic au bouton j'aime, abonnez-vous pour plus d'innovations frontalières méconnues, et partagez dans les commentaires ci-dessous quelles connaissances traditionnelles vous avez vues surpasser les hypothèses modernes. L'histoire nous offre plus de leçons que nous ne le reconnaissons généralement, mais seulement si nous sommes prêts à prêter attention, à évaluer et à assimiler.
Jusqu'à notre prochaine rencontre, gardez-vous au chaud, et gardez à l'esprit que, parfois, la véritable folie est le propre de ceux qui sont prompts à se moquer et lents à analyser.